Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. Alors, on se retrouve encore, cette fois, pour continuer ce qu'on a commencé dans la vidéo précédente, les généralités sur les systèmes oscillants. Alors, dans cette vidéo, on s'intéressera premièrement à ce qu'on appelle la loi horaire, qui est sous une forme sinusoïdale, ce n'est pas un nouveau mot. Par la suite, on s'intéressera à la représentation de Fresnel d'un système oscillant. Et on verra l'intérêt qu'a cette représentation. Et on a jugé nécessaire de faire cette petite schématisation qui parle des systèmes oscillants de manière générale. Là, on a notre position d'équilibre parce que pour un système oscillant, il y a toujours une position d'équilibre. Et là, on se rend compte que notre système va aller dans le positif jusqu'à une certaine valeur, revenir dans le négatif jusqu'à une certaine valeur, ainsi de suite. Et la position d'équilibre est choisie délicatement, de telle sorte que l'amplitude dans le côté positif correspond encore à l'amplitude dans le côté négatif. Et ceci, c'est une hypothèse de simplification, parce que ce n'est que dans une telle situation que l'on a comme loi horaire, une loi sinusoïdale. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour véritablement commencer. Dans un premier temps, on s'intéresse à la loi horaire. Alors nous l'avons défini pour toute grandeur qui fait des oscillations dans de telles conditions, c'est-à-dire dans le domaine positif et négatif, va dans le domaine positif de la même façon qu'il ira dans le domaine négatif. Et chaque fois qu'il va venir dans le domaine positif, il va s'arrêter à la même valeur. Chaque fois qu'il va aller dans le domaine négatif, il va s'arrêter à la même valeur. Et si effectivement on a de telles situations, ça veut dire que notre oscillateur est un oscillateur harmonique. Je préfère le rappeler, c'est un oscillateur harmonique. Donc tous les oscillateurs ne sont pas harmoniques. Mais un oscillateur harmonique, c'est un oscillateur qui vérifie toutes les conditions qu'on a vues. Et la conséquence du fait qu'il vérifie de telles conditions est le fait que son expression soit sous cette forme. Je préfère mettre x dt. X ici qui n'est pas forcément une distance, ça peut être un angle, on l'a vu. X dt qui est quoi? Xm qui est l'amplitude. Nous avons décidé de prendre le cosinus, ça peut être sinus. Wt plus phi. Ou, réécrivons-le. On peut avoir plutôt avec le sinus la même forme. Sinus Wt plus phi. Et cette forme-ci est appelée une forme sinusoïdale. Soit le cosinus, soit le sinus, et xm est l'amplitude. On l'a assez défini dans les vidéos précédentes. Et maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette équation-ci. Je rappelle cette équation-ci qui permet de traduire la grandeur qui fait les oscillations. On voit que x n'est pas fixe. X a une position aujourd'hui, après a une autre position, et même dans le positif, après se retrouve dans le négatif, passe même par la position d'équilibre. Et cette grandeur-ci est en train de varier. De cette façon, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un oscillateur harmonique. Et maintenant, comme nous l'avons dit, cette représentation est appelée loi horaire ou encore équation horaire. C'est l'évolution de la grandeur qui fait les oscillations, parce que c'est une grandeur qui oscille, un angle, une distance. C'est l'évolution de cette grandeur en fonction du temps pour de telles conditions correspondant à un oscillateur harmonique. Donc, n'allons pas dire que tous les oscillateurs sont sous cette forme. Si et seulement si cet oscillateur harmonique avant qu'on a cette forme. Alors, nous l'avons rappelé, et nous avons appelé la loi horaire qui est sur une forme sinusoïdale, parce que notre oscillateur, par hypothèse de simplification, est un oscillateur harmonique. Si un oscillateur n'est pas harmonique, certainement va faire les oscillations. Peut-être bien qu'il sera même dans le domaine positif un moment, dans le domaine négatif un autre moment. Peut-être même il y aura encore une position d'équilibre, mais la loi ne sera pas forcément une loi sinusoïdale. Alors voilà ce qu'il en était pour le premier volet. Sans plus tarder, attaquons le deuxième volet. Voilà, nous avons la loi horaire. Nous savons tous ces thèmes, amplitude, pulsation et phase initiale. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Et maintenant, cette fois, intéressons-nous à une représentation particulière qu'on appelle la représentation de Fresnel. Représentation de Fresnel. Bien sûr, pour chaque loi horaire,
Pour chaque fonction sinusoïdale, c'est-à-dire chaque fonction qui est sous cette forme, on peut associer à ça une représentation de Fresnel. Pour le moment, on va essayer de s'intéresser à représenter et l'intérêt de cette représentation viendra par la suite. Alors, pour la représentation de Fresnel, on a besoin de deux informations. Bien sûr, nous rappelons que nous sommes dans l'hypothèse d'un oscillateur harmonique, dans l'hypothèse d'une évolution sinusoïdale. Alors, les deux grandeurs dont nous aurons besoin, c'est l'amplitude et la phase initiale. L'amplitude ici qui est xm et la phase initiale qui est phi. Et bien sûr, cette représentation, c'est dans un repère. Sans plus tarder, définissons ce repère. Un repère là, orthonormé, comme on a l'habitude de le faire. Voilà nos deux directions perpendiculaires. Là, on a l'origine du repère qui est O. Maintenant, rappelons que nous avons besoin de l'amplitude et de la phase initiale. Commençons par la phase initiale. La phase initiale désigne l'inclinaison par rapport à l'horizontale du vecteur que je m'apprête à représenter. Parce qu'effectivement, c'est un vecteur que je représente. Donc, c'est-à-dire, il me suffit de prendre phi, de créer cette inclinaison aussi par rapport à l'horizontale pour connaître la direction du vecteur que je m'apprête à représenter. Maintenant, je sais que mon vecteur, ce que je m'apprête à représenter, est incliné de cette façon. Attention, l'inclinaison est par rapport à l'horizontale. Et maintenant, je vais prendre la longueur xm. Donc, c'est-à-dire, je prends cette longueur-ci, xm. Donc, tel qu'on l'a bien vu et comme on a dit, pour la représentation de Fresnel, c'est vraiment simple. Il suffit de représenter un vecteur. Donc, la représentation de Fresnel, c'est prendre cette loi sinusoïdale et la matérialiser sous forme d'un vecteur. Un vecteur comment? Un vecteur incliné par rapport à l'horizontale. Bon, je tiens à préciser, c'est par rapport à l'horizontale, c'est une convention. On pouvait décider de dire la représentation de Fresnel, phi est l'inclinaison par rapport à la verticale ou alors par rapport à une quelconque autre direction. Mais la direction qui est facile à manipuler, c'est la direction horizontale. Donc, phi, par convention, c'est par rapport à l'horizontale. On a là, et xm est la longueur à prendre et l'amplitude. Ainsi, voilà le vecteur de Fresnel, ou alors la représentation de Fresnel, peut-être de cette fonction-ci. Et maintenant, complétons encore. Il est clair que cette grandeur-ci qui fait des oscillations n'est pas fixe. Cette grandeur varie dans le positif et dans le négatif. Je préfère encore préciser. Et maintenant, là, on peut construire très très vite un cercle là. Ce sera fait à main levée cependant. On peut construire notre cercle là. De rayon, bien sûr, xm. Mais je commence par la première inclinaison qui est phi. Or, rappelons que quoi? Que la phase initiale est phi. Mais ça ne veut pas dire qu'au cours du temps, on aura toujours phi. Parce que voici ce qui nous intéresse même dedans, c'est dans le cosinus. Wt plus phi. Mais à t égale à 0, c'est phi. Donc, cette représentation, c'est à t égale à 0. Mais avec le temps, mon vecteur de Fresnel, de cette loi horaire, va varier. On se rend compte que ça va, phi va augmenter puisqu'on a Wt plus phi. Peut-être à t égale à 1, on aura phi plus W. Donc, phi va augmenter de W et on va se rendre compte que ce vecteur-ci, ce n'est pas un vecteur qui est fixe, mais c'est un vecteur tournant. C'est donc pour ça qu'on peut dire le vecteur tournant de Fresnel. Donc, ce vecteur-ci, à cette position, lorsque j'ai pris phi, c'est à l'instant initial. Mais au cours du temps, s'il faut voir l'évolution, ce phi-là va tourner, ce phi va tourner. À un moment, phi va se retrouver là. À un autre moment, il va se retrouver là. À un moment, il va se retrouver là. À un moment, il va se retrouver là. Et on va se rendre compte que notre vecteur, c'est un vecteur qui tourne. C'est un vecteur tournant. Mais sa représentation à l'instant initial, qui est la représentation la plus parlante, c'est lorsqu'on a l'inclinaison, c'est qui est phi. Mais gardons à l'esprit que ce vecteur est un vecteur qui tourne, est un vecteur mobile. Cependant, on se rend bien compte que notre vecteur-ci, à un moment, il est dans le positif, et lors de sa rotation, il va être dans le négatif, et quand il va encore tourner, il veut quitter du négatif pour revenir encore au positif. Parce que ce côté, c'est le côté positif, ce côté, c'est le côté négatif. Il est positif, il part dans le négatif, il revient dans le positif, il part dans le négatif. On voit bien qu'il s'agit des oscillations. Maintenant, il y a une petite nuance. Pour pouvoir représenter sur cette forme, il faut dire exactement qu'on est xm cosinus Wt plus phi ou xm sinus Wt plus phi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a peut-être cette forme? Si j'ai x de t, peut-être, qui est égal à moins 3 cosinus 20 pt plus pi sur 3. Par exemple, ça peut être une loi horaire.
avec là, mon W qui est 20 pi, ma phase initiale qui est plus 3, et mon amplitude qui n'est pas moins 3, qui est 3, parce que l'amplitude, redéfinissons, c'est la valeur absolue de ce qu'on trouvait devant là. Mais pour la représentation de Fresnel de ce bonhomme-ci, il me faut absolument qu'il n'y ait pas un moins là devant. Oh, je me rappelle de mes propriétés de trigonométrie. Donc, c'est-à-dire, je dois absolument faire entrer ce moins. C'est-à-dire, j'ai 3, j'ai cosinus. En faisant entrer le moins, heureusement pour moi, ça ne change pas le cosinus. J'aurai quoi? 20 pi t plus pi sur 3. Le fait que moins soit entré, je dois encore ajouter pi. Parce que rappelons-nous de cette formule, cosinus pi plus alpha égale à moins cosinus alpha. Donc si j'ai moins cosinus alpha, je veux que ce moins disparaisse, il me suffit d'aller dans cosinus et d'ajouter pi. Donc voilà la petite nuance qui pourrait y avoir. Donc toujours se rassurer qu'on a cette forme, soit cosinus, soit sinus. Jamais la tangente. Bien sûr, que ce soit avec le cosinus ou le sinus, ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude. Étant débarrassé du moins qui est devant, on connaît comment se débarrasser. Et de la phase initiale, malgré que la phase initiale ne donne que les informations à t égale à 0, et on garde à l'esprit que comme c'est là, ça va tourner au fil du temps, tourner sans jamais s'arrêter. Voilà ce qu'il en était pour la représentation de Fresnel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette représentation va nous permettre de résoudre certains problèmes que l'on verra dans les vidéos précédentes. Par exemple, comment faire la somme de deux grandeurs sinusoïdales. On y reviendra. Voilà ce qu'il en était pour cette partie, pour cette vidéo, la représentation de Fresnel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de recommander à vos proches, de vous abonner, cela va de soi, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti. Si vous souhaitez intégrer bien sûr notre groupe de physique, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire, autant pour moi, ou aller dans la description de cette vidéo et vous y trouverez le lien d'intégration pour une intégration directe. Alors, à très bientôt pour la suite, toujours sur les systèmes océans, ayant déjà parlé de la loi horaire, ayant déjà caractérisé, ayant déjà introduit ce qu'on appelle la représentation de Fresnel, ayant déjà connu ce qu'on appelle le vecteur de Fresnel, ayant déjà su que c'est un vecteur qui n'est pas fixe, mais un vecteur qui est tournant. Disons-nous à la prochaine vidéo pour toujours parler de ça, mais sous un autre aspect. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.